Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Certes, on a passé le million d'abonnés, mais il y a des choses qui ne changent pas. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et au passage, merci du fond du cœur pour tous vos messages et vos commentaires concernant notre documentaire publié hier sur YouTube en immersion au sein de populations indigènes en Amazonie. J'ai jamais reçu autant de commentaires de gens qui m'ont dit avoir été touchés ou bouleversés par l'un de nos reportages, donc merci du fond du cœur pour ça. Du coup, logiquement, c'est très encourageant. Je peux déjà vous annoncer qu'on va avoir d'autres reportages dans les semaines à venir, promis. Et puis au-delà de ça, pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, évidemment, je vous mets le lien directement en description et avec une petite fiche qui apparaît en haut à droite. Alors dans quelques minutes, on va parler de cette histoire de boycott de la France qui fait beaucoup parler, mais on commence avec un point rapide sur le coronavirus, puisque malheureusement, il y a de quoi dire. Hier, la France a battu un nouveau record avec plus de 52 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Selon Santé publique France, c'est tout simplement le chiffre le plus élevé enregistré dans un pays européen. Par ailleurs, selon Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique qui guide le gouvernement, le nombre de nouvelles contaminations s'élèverait en réalité à 100 000 nouveaux cas par jour, en comptant notamment ceux qui ne sont pas testés. Alors, face à l'urgence de la situation et les lits de réanimation qui se remplissent très vite, le président du conseil scientifique propose deux options pour limiter ces contaminations. La première option, elle est très simple, elle consiste à étendre le couvre-feu, donc à l'imposer déjà à toute la population française, et au-delà de ça, potentiellement à le faire commencer plus tôt, à 19 h par exemple. La deuxième option, quant à elle, elle est plus radicale, puisqu'elle consiste à reconfiner la population. Alors ce reconfinement pourrait être plus court que le premier confinement, il pourrait concerner uniquement certaines zones, et certains médecins évoquent aussi l'idée de potentiellement laisser les écoles ouvertes malgré tout. Justement, par exemple, l'épidémiologiste Antoine Flao propose de son côté de ne pas rouvrir les collèges, lycées et universités après la Toussaint, et de n'ouvrir que les écoles primaires, mais en y imposant le port du masque, et ce même aux enfants de 6 ans et plus. En tout cas, depuis quelques jours, certains évoquent l'incohérence selon eux du couvre-feu, avec notamment des transports en commun bondés par tous les gens cherchant à rentrer chez eux avant l'heure du couvre-feu, et à l'inverse évidemment pour de nombreuses entreprises et notamment les restaurateurs, le télétravail est impossible et donc un reconfinement serait une catastrophe économique. En tout cas, le président de la République devrait réunir mardi et mercredi deux conseils de défense autour de lui, donc logiquement on peut s'attendre à des annonces très bientôt. Comme promis donc, on continue avec un deuxième sujet qui a énormément fait parler ce week-end et encore aujourd'hui, c'est l'appel au boycott des produits français dans plusieurs pays à majorité musulmane. En fait, depuis quelques jours, plusieurs pays du Proche et Moyen-Orient ont dénoncé les propos d'Emmanuel Macron qui a promis, je cite, de ne pas renoncer aux caricatures et notamment aux caricatures donc du prophète de l'islam après l'assassinat de Samuel Paty. Parmi ces pays qui ont dénoncé les propos d'Emmanuel Macron en défense de la liberté d'expression et de Samuel Paty, on retrouve la Turquie, l'Iran, la Jordanie, le Qatar ou encore le Koweït. Et en l'occurrence, ça va même encore plus loin puisque dans certains pays, des chaînes de distribution alimentaire ont décidé de boycotter les produits français. Au Koweït, en effet, des images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant les fromages Kiri et Babybel retirés des rayons de certains magasins, et en Turquie, c'est même le président en personne, Erdogan, qui a appelé au boycott des produits français. Mais en l'occurrence, ça ne s'arrête pas aux produits, l'université du Qatar a annoncé sur Twitter le report de la semaine culturelle française à la suite de ce qu'elle appelle, je cite, l'atteinte délibérée à l'islam et ses symboles, et au-delà de ça, 430 agences de voyage du Koweït ont aussi suspendu les réservations de vols vers la France. A noter que les pays du Golfe, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite ou encore les Émirats Arabes Unis, représentent un marché important pour les exportations de l'industrie agroalimentaire française, même si beaucoup d'experts estiment que ce boycott est surtout symbolique et n'aura pas en réalité énormément d'impact. Bref, en tout cas, en réponse, le gouvernement français a demandé au gouvernement des pays concernés d'arrêter ces appels au boycott et d'assurer au contraire la sécurité des Français qui vivent sur leur territoire, et le président de la République, Emmanuel Macron, a lui-même réagi sur les réseaux sociaux, allant jusqu'à tweeter dans plusieurs langues, et notamment en arabe, et appelant, je cite, à être tous unis. Il a par ailleurs tweeté la phrase We are one, qu'on peut traduire par Nous sommes unis, qui fait partie donc des paroles de la chanson One du groupe U2, choisi par la famille de Samuel Paty lors de l'hommage national il y a quelques jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les dernières déclarations du président français après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine n'ont pas du tout plu au président turc Erdogan, qui a donc appelé à boycotter les produits français. Au-delà de ça, il a déclaré que le président français, je cite, avait besoin de se faire soigner, et au-delà de ça, là aussi, je cite, que la campagne de haine qui est dirigée par Macron contre les musulmans est semblable à celle contre les juifs d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale. Bref, du coup, vous l'aurez compris, la situation est extrêmement tendue entre la Turquie et la France, et sur ce sujet, eh bien, on en parlera beaucoup plus en détail dans la vidéo des actus du jour de demain. L'actualité un peu
importante aujourd'hui dans le monde, c'est aussi ce qui se passe en ce moment en Guinée, où les tensions sont très nombreuses depuis le résultat des élections présidentielles. En effet, vous allez le voir, la situation est très intéressante. Le premier tour des élections présidentielles s'est tenu dimanche 18 octobre, et c'est le président sortant, Alpha Condé, 82 ans, qui a été déclaré vainqueur dès le premier tour, avec plus de 59% des voix. Mais le truc, c'est que cette réélection est très contestée. Dès que les premières estimations et les résultats partiels sont sortis, de très nombreuses manifestations et affrontements avec la police se sont déroulés à Conakry, qui est donc la capitale de la Guinée. La raison, l'opposition conteste les résultats, accuse Alpha Condé d'une fraude à grande échelle qui lui aurait permis de truquer l'élection et donc de l'emporter. La situation est donc très tendue et la répression des manifestants est importante. Il y a eu 27 morts et près de 200 blessés par balle selon les partis de l'opposition. Enfin, Cellou Dalein Diallo, le principal opposant à Alpha Condé, revendique de son côté la victoire, mais il est actuellement enfermé de force chez lui, entouré par des militaires et des gendarmes. Au-delà de ça, selon des propos rapportés par la BBC, le média britannique, eh bien il craint même de manquer de nourriture dans les jours à venir. Bref, hier, une délégation diplomatique avec notamment des représentants des Nations Unies est arrivée en Guinée pour tenter d'apaiser les tensions et de trouver une solution. La situation sur place est complexe, mais donc là je vous ai résumé les principaux éléments. Évidemment, je me voulais plus d'informations, je vous mets des liens en description et promis, on vous tient au courant dans les semaines à venir. Pour terminer ce point à l'étranger, très rapidement, et parce qu'on vous a promis qu'on vous tiendrait au courant, on va parler d'un vote historique au Chili. Je vous en parlais la semaine dernière, les Chiliens manifestent depuis plus d'un an pour le changement de leur constitution, donc la loi suprême du pays, qui avait été rédigée il y a plus de 40 ans sous la dictature du général Pinochet. Selon de nombreux opposants, jusqu'ici, cette constitution empêchait un certain nombre de réformes économiques importantes, donnait beaucoup de place aux entreprises privées et plus largement rendait la société inégalitaire. Et bien en l'occurrence, le référendum pour savoir s'il fallait changer la constitution s'est tenu dimanche et 78% de la population qui a voté a dit oui donc à un changement. Concrètement donc, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'une convention constituante va être formée dans l'objectif d'écrire cette constitution. Ensuite, elle va être soumise à nouveau à un référendum début 2022. Du coup, vous l'aurez compris, le processus n'est pas tout à fait fini, mais évidemment, on vous tiendra au courant dès qu'on aura du nouveau. Allez, avant le débat, vous le savez, c'est l'heure de la note positive et aujourd'hui, on va parler du footballeur anglais de Manchester United, Marcus Rashford, qui continue d'œuvrer pour les enfants défavorisés. Au début de la pandémie, Marcus Rashford avait lancé une campagne pour que le Royaume-Uni, pendant le confinement et les vacances scolaires, continue à proposer des repas gratuits aux enfants défavorisés, des repas gratuits qui sont normalement donnés à ces enfants défavorisés à la cantine. À l'époque, grâce à sa notoriété et au soutien de milliers de personnes, il avait forcé le gouvernement britannique à prendre cette mesure et la semaine dernière, le joueur de 22 ans a lancé une pétition signée cette fois-ci par 300 000 personnes pour demander le prolongement de cette mesure pour les prochaines vacances et notamment celles de Noël. Alors il s'avère que les députés britanniques ont voté contre ces repas gratuits pour les enfants démunis, mais des dizaines d'entreprises et de restaurants ont répondu à Marcus Rashford en annonçant qu'elles allaient offrir des plats à emporter aux enfants. Bref, vous l'aurez compris, c'est donc une nouvelle action initiée par le footballeur contre la pauvreté infantile. Le débat vendredi, c'était le suivant: le bilan de Donald Trump à la Maison Blanche est-il positif? Vous avez été assez partagé dans les commentaires, je l'ai vu avec les débats, mais tout de même avec le total de votes, vous le voyez, vous êtes une majorité à penser que le bilan de Donald Trump à la Maison Blanche n'est pas positif. Quant au débat d'aujourd'hui, eh bien c'est le suivant: un reconfinement est-il inévitable? Pour tous les nouveaux qui savent pas comment voter, eh bien c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là vous pouvez voter en un clic au sondage du jour ainsi qu'au sondage des jours précédents si ça vous intéresse. Encore merci pour tous vos retours sur mon reportage en immersion dans l'Amazonie en feu. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, une petite fiche apparaît en haut à droite donc et je vous mets aussi le lien directement en description. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, évidemment si c'est pas encore le cas, pensez à nous suivre sur Instagram pour les petits résumés de l'actu qui se lisent en moins d'1 minute, qui sont rapides et faciles à comprendre. Bien entendu, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout portez-vous bien et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes.